Bonjour, je suis Thierry Fernez, je suis botaniste et responsable adjoint de la délégation Île-de-France au Conservatoire botanique national du bassin parisien. Bonjour, je suis Leslie Ferreira, je suis aussi botaniste et aussi à la délégation Île-de-France du CBN du bassin parisien. Aujourd'hui, on vous présente un sujet sur les macrophytes et les végétations aquatiques du bassin Seine-Normandie. Donc, ce programme a commencé en 2016 en partenariat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie et continue en 2023 avec le CBN donc, de Normandie et de Bailleul jusqu'en 2031. Et le but du projet, c'était un peu de s'intéresser plus précisément à cette flore et ces végétations méconnues sur lesquelles on manquait de données et de faire s'intéresser les acteurs du monde de l'eau aux macrophytes. Bonjour à tous. On vous a beaucoup parlé du sud de la France jusque-là dans les convergences botaniques. Depuis hier, nous, on va vous parler du nord, du Grand Nord. Donc, on va vous parler d'un programme sur les végétations aquatiques qu'on a mené sur le bassin Seine-Normandie depuis près de 10 ans. Donc, notre sujet d'étude, c'était ce qu'on appelle les macrophytes. Les macrophytes, ça se distingue en deux groupes. On s'est concentré sur un groupe qui était notre cœur de cible, qui sont les hydrophytes stricts, ce qu'on appelle les plantes aquatiques au sensus stricto. Les macrophytes, ça comprend aussi les hélophytes ou les plantes amphibies. C'était pas notre cœur de cible, même si on s'y est aussi intéressé. Nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était ces hydrophytes, donc un système végétatif qui est sous l'eau ou à la surface de l'eau, qui ne supporte que de faibles exondations, qui sont visibles à l'œil nu. Donc ça, c'est le principe de macrophytes par rapport aux microphytes, où il y a notamment beaucoup d'algues dedans, et qui n'ont pas de tissu de soutien. Le territoire d'étude, donc c'était le bassin Seine-Normandie, ça couvre 17% du territoire métropolitain. Il croise le territoire de 5 conservatoires botaniques nationaux, donc j'en ai pas parlé, donc nous on est du CBN bassin parisien qui couvre une grosse partie du bassin Seine-Normandie, et on associe aussi du coup à cette étude, à cette présentation, nos collègues du CBN de Normandie et du CBN de Bailleul. Donc, il y a aussi une petite partie du territoire du CBN de Brest, tout à l'ouest qui est sur ce bassin, et une petite partie du CB Alsace-Lorraine. Les principaux cours d'eau du coup de ce bassin, c'est bien sûr la Seine, mais aussi l'Oise, la Marne, l'Yonne, l'Aube ou tous les fleuves côtiers normands. Pourquoi on a voulu monter ce programme? On est parti d'un constat qui était la difficulté d'accès au milieu qui nécessitait du matériel spécifique. Souvent, on voyait les milieux aquatiques depuis les bords quand on était botaniste. On n'allait jamais vraiment dedans, donc nous, on avait envie un peu de voir les choses de l'intérieur, donc avoir du matériel spécifique, c'est des waders, des canoës, des bateaux, des embarcations, des aquascopes, etc. Il y avait aussi une forte plasticité morphologique des espèces dans les plantes aquatiques qui menait à beaucoup de confusion. Je pense notamment à toutes les espèces à feuilles rubanées qui posaient pas mal de soucis de détermination, et on se rendait compte que pas mal de botanistes ne les connaissaient pas. Pas mal d'espèces d'identification délicates, des groupes difficiles un peu délaissés, je pense aux calitriches, aux lemna, les potamophiliformes, tous ces groupes-là qui étaient pas très bien connus, notamment en termes, quand je dis pas très bien connus, c'est souvent en termes de répartition, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de données erronées dans les bases de données, et quand on voulait avoir des idées de répartition sur un territoire, il y avait un gros mélange dans les données entre des données fiables et des données discutables. Un autre constat, c'était que la flore et les végétations en milieu aquatique, c'était des bons indicateurs de la qualité physico-chimique des milieux aquatiques, là en raison de leur immobilité. Donc, c'était aussi au cœur de deux directives européennes, la DCE, directive cadre sur l'eau, donc qui sert au rapportage de la qualité des masses d'eau au niveau européen, et la directive Habitat Faune Flore, dont François vous a déjà largement parlé hier. Donc, on avait des taxons qui étaient quand même souvent délaissés dans les inventaires par les botanistes, malgré leur fort intérêt écologique et patrimonial. On avait une sous-prospection un peu de ces milieux-là. Alors, on n'a pas une sous-prospection au niveau du Sahara, comme on a pu vous présenter hier, mais clairement, dans nos régions tempérées du nord de la France, les milieux aquatiques, c'était quand même globalement des milieux assez méconnus. Donc, on a lancé un programme en 2016 sur le territoire du CBN du bassin parisien, donc qui couvre 56% du territoire du bassin Seine-Normandie, pour étudier le bassin par bassin versant, par unité hydrographique. À partir de 2023, nos collègues des CBN de Bailleul et de Normandie sont venus nous rejoindre dans le programme.
À ce jour, on a étudié 36 bassins versants sur les 80 que compte le programme, donc c'est tous ceux que vous voyez en vert. Il y en a encore 11 qui sont en finalisation d'études, dont les prospections de terrain ont été faites, c'est ceux qui sont en kaki sur la carte. Et on a une fin de cette étude qui est prévue pour 2031, donc vous voyez que ça va faire un grand laps de temps, près de 15 ans pour étudier tous les bassins. Une fin de l'étude sur les territoires de nos 3 CBN. Les objectifs du programme, c'était d'inventorier tous les types de masses d'eau, aussi bien qu'on soit dans les bassins alluviaux, vraiment dans la vallée, que sur les plateaux, aussi bien les zones stagnantes que courantes, l'antique que l'otique, les cours d'eau, les bras morts, les mares, les lacs, les étangs, tous les systèmes aquatiques, aussi bien permanents que temporaires, tant qu'on pouvait y trouver des hydrophytes. Un des autres objectifs, c'était de centraliser, compiler et valider toutes les données existantes, parce qu'on avait aussi fait le constat qu'il y avait beaucoup de données, mais qui n'étaient pas dans les bases de données naturalistes, dans les bases de données soit des CBN, soit des agences régionales de biodiversité ou de l'INPN, qui étaient beaucoup dans des bases métiers du monde de l'eau, donc base agence de l'eau, base IRSTEA, labo d'hydrobio, ou des données que les bureaux d'études pouvaient avoir. Donc, il y a beaucoup de bureaux d'études spécialisés aussi sur le monde aquatique. Les compiler, les intégrer dans nos bases. On voulait aussi améliorer la connaissance taxonomique et spatiale de la flore et des végétations aquatiques, notamment sur les groupes mal connus. Pouvoir mettre à jour nos catalogues, mettre à jour les statuts, notamment les listes rouges, avec pas mal d'espèces qui étaient en data deficient, en manque de données dans les évaluations de listes rouges. Et améliorer les outils de bioévaluation des écosystèmes aquatiques et répondre aux objectifs de la DCE. Ça, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les indices biologiques macrophytiques en rivière, les indices biologiques macrophytiques en lac, IBMR et IBML, qui servent au rapportage pour la directive 4 sur l'eau. On avait un pool d'espèces ciblées de macrophytes, donc 154 espèces visibles à l'œil nu qu'on a pris pour cible. Il y en avait 139 en début de programme, on en a rajouté quelques-unes au fur et à mesure, qui étaient soit des espèces nouvellement arrivées sur le territoire, soit des espèces qu'on ne pensait pas forcément strictement aquatiques ou pas forcément présentes sur le territoire. Bon, dans les nouvelles, il y a bien sûr pas mal de néophytes qui sont arrivés en cours de route entre 2016 et maintenant. Les accommodas et les plantes amphibies, elles n'étaient pas ciblées dans le cœur de l'inventaire, mais elles étaient quand même inventoriées. C'est un groupe globalement qui était méconnu dans nos bases, donc avec 0,6% des données sur le territoire d'études en 2016, qui était menacé sur les vasculaires. On avait 39% des vasculaires qui étaient classés en liste rouge régionale dans l'une des régions des 4 régions du territoire d'études. Et ça représentait donc 90 espèces vasculaires, 32 bryophytes, 28 algues. Donc dans les algues, c'était principalement des caracées, avec quelques autres algues macro. On ne s'est pas trop intéressé aux micros. Et puis des algues qu'on pouvait déterminer au niveau espèce. Ça ne nous intéressait pas trop de faire de la détermination d'algues au niveau genre, parce que souvent, les déterminations d'algues s'arrêtent au genre, notamment dans tout ce qui est donné pour la directive 4 sur l'eau. Et puis 4 lichens strictement aquatiques. Sur notre bassin, les lichens ne sont pas très présents dans les milieux aquatiques. Si vous allez plus en montagne, il y en aura beaucoup plus. Mais sur un bassin versant de plaine comme celui-là, il n'y a pas énormément de lichens. Donc on s'est intéressé aux plantes, mais on s'est aussi intéressé aux végétations. Vous voyez que le programme, il était vraiment multi-compétences. Il fallait aussi bien faire de la flore vasculaire que des bryophytes, que des algues, que de la végétation, que de la phytosociologie. Donc pour les végétations aquatiques, il y a 88 associations végétales, c'est l'équivalent à peu près des espèces, réparties dans 5 grandes classes de végétation. Les 5 grandes classes de végétation, ce sont les Potametea, donc tout ce qui est végétation vasculaire enracinée des eaux douces, pour faire simple et schématique, les Lemnetea pour tout ce qui est végétation non enracinée, donc végétation à lentilles, végétation hépatique, les Platypnidio-Fontinalietea pour tout ce qui est végétation bryolichénique des cours d'eau, les Utriculariatea pour tout ce qui est végétation d'égouilles de tourbière, donc en plaine sur le bassin Seine-Normandie, c'est très très restreint cette classe de végétation, et les Caretea pour tout ce qui est végétation pionnière à caracées. Au niveau méthodologie, on a prospecté donc, comme je disais, par bassin versant, par unité hydrographique, avec des prospections à la maille. Le but, c'était d'aller chercher dans chacune des mailles des secteurs pauvres en données, mais avec des masses d'eau, des secteurs avec des données à enjeu, mais on pourrait potentiellement rajouter des données dans d'autres groupes qu'on n'aurait pas étudiés. Par exemple, si on avait des données
en flore vasculaire en jeu, mais qu'on n'avait pas de données sur les bryophytes ou les caracées, on savait qu'on pouvait potentiellement aller aussi chercher par là pour creuser sur les autres groupes ou sur les végétations. Et aussi, là où il y avait des données douteuses ou erronées, où on suspectait que ça ne soit pas forcément le bon taxon. Et puis, à chaque fois qu'on faisait un inventaire, même si on ne trouvait rien, on faisait un pointage, un relevé de non-observation. Et parallèlement à ça, on faisait aussi des données sur le protocole spécifique en cours d'eau, donc ce que je vous disais, les IBMR, en complément du réseau actuel, sur des stations DCE où il n'y avait pas déjà de relevé IBMR, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble de ces IBMR. Donc ces IBMR, ça donne une note de trophie, une note de qualité des cours d'eau sur le bassin, pour essayer d'avoir un état des lieux sur chaque bassin versant, histoire d'avoir une couverture homogène du réseau. Et je vais passer la main à ma collègue pour la partie résultats. C'est bon? Oui. Je me rappelle. Alors, moi, non, c'est bon, voilà. Donc, mon collègue va présenter la partie générale du programme. Donc, moi, je m'attelle à vous présenter la partie résultats. On part avec des exemples concrets de flore et de végétation. Donc, tout d'abord, je vais parler des résultats chiffrés. Donc, là, on voit que vous avez le graphique du nombre de données, donc de données aquatiques par année. Je vais avoir que le jeu de données est multiplié par 3, passant de 25 000 données à plus de 83 000 données, dont la moitié qui proviennent du programme, qui sont liées au programme. Donc. Bon, les données en bleu, donc vous voyez sur le graphique, sont liées au programme. La progression, elle est très importante donc, sur tous les groupes taxonomiques, mais notamment sur les groupes méconnus, donc comme on avait moins de données, sur les bryophytes et sur les caracées. La flore vasculaire reste quand même largement dominante, avec plus de 3/4 des données dans notre jeu de données. Ici, vous avez l'origine donc, des données dans le graphique ci-dessous, et vous voyez que donc, 17% des données proviennent donc, de ces bases qu'on a intégrées, bancarisées. Donc ça souligne un peu l'importance aussi de ce travail d'intégration, de centralisation et aussi de validation. Je vais vous en parler après. On note aussi que la part des bénévoles est assez importante. On a quand même 14% donc, des données, 14% de ces données qui proviennent de bénévoles, dont 10% après 2016. Donc ça montre un effort de communication et de formation auprès du groupe taxonomique. En termes de répartition, donc là vous avez la carte du nombre de données de taxons aquatiques par maille 5 km par 5 km, donc avant le programme et après le programme. Donc la catégorie jaune, c'est là où il y a le moins de données, et vert foncé, c'est là où il y a plus de données, plus de 60 données. On voit qu'avant le programme, il y avait déjà des données sur l'Île-de-France qui étaient déjà bien mieux connues, en tout cas, que les autres régions, Champagne-Ardenne, Bourgogne ou Centre-Val de Loire, et que ce déséquilibre, il persiste donc, après le programme, où l'Île-de-France est quand même assez bien connue. Si j'arrivais à pointer, voilà. Et on voit quand même que certaines vallées se dessinent. Donc ici, vous avez la vallée de la Seine, la vallée de l'Aube, la vallée de la Marne, la vallée de l'Aisne, qui quand même se dessinent assez nettement. Donc quand même, on a une certaine amélioration dans la répartition des données. En termes de découverte et de disparition, on a quand même fait de nombreuses découvertes. Donc sur le territoire, on en a fait 5, dont 2 lichens, et 3 vasculaires. Donc dans les 3 vasculaires, il y a quand même 2 espèces exotiques envahissantes en progression. 4 redécouvertes, dont 2 caracées, donc Cara conivens et Nitella confervacea, et dont aussi de nombreuses redécouvertes et découvertes au niveau départemental et régional, mais il y en a vraiment beaucoup, je ne vais pas les citer aujourd'hui. Malheureusement, malgré des prospections ciblées, nous n'avons pas pu retrouver 2 espèces, donc qui est Utricularia intermedia et Zanichellia peltata, dont vous avez la planche d'herbier ici, donc attestée dans le massif de Fontainebleau et qui n'a pas été retrouvée malgré nos prospections. Je dis 2 et pas 3, puisque Cara fragifera, qui est ici, a été redécouverte en 2025, très récemment, en région Centre-Val de Loire. On a aussi 2 autres espèces qui n'ont pas été retrouvées malgré nos inventaires, donc Cara denidata et Ranunculus rioni. Donc maintenant, là, je vais vous présenter des exemples d'espèces qui sont en progression depuis le début de notre programme. Donc le Nantes des fleuves, Nantes fluviatilis, donc c'est une espèce reconnue en France seulement donc, au début du XXe siècle, donc, qui est connue donc, depuis 2001 sur l'Arve, qui ne sait toujours pas.
Voilà, c'est ici, l'Avre. Donc c'est une rivière qui est entre l'Eure-et-Loire et l'Eure et qui était donc considérée comme disparue dans nos listes rouges régionales, donc en Île-de-France et en Aix-Champagne-Ardenne. Donc, mais redécouvert, donc suite à des prospections en canoë en 2014, donc sur le Loing, qui est ici, et en vallée de l'Essonne, ici. Et en 2018, donc sur la vallée du Rognon, en Haute-Marne. Donc, comme vous pouvez constater, le plus gros noyau de population est ici. Voilà, ici, dans le canal de l'Ourcq, donc, qui va de la Seine-et-Marne jusqu'en Seine-Saint-Denis. Donc, cette tendance, en fait, en progression, en fait, elle est sûrement liée à des arrêts d'aménagement perturbateurs, comme des faucardages. Il y a une amélioration globale de la qualité des eaux, mais on se pose quand même des questions. Il y a peu de données anciennes. Est-ce que cette hausse est liée à une meilleure détection parce qu'on a du matériel adapté, ou c'est une réelle augmentation de l'espèce? Autre espèce en progression, donc le myrmiophile hétérophile. Donc c'est une espèce originaire d'Amérique du Nord, donc qui est identifiée depuis la première fois formellement en 2018, c'est tout récent, mais qui était déjà suspectée depuis 2013. Donc comme vous pouvez voir sur la carte, hop, elle est présente donc ici en Champagne-Ardenne, vallée de l'Aisne, vallée de la Marne, vallée de l'Armançon, et aussi sur les canaux, donc canaux parisiens et sur les bras d'or de la Seine jusqu'en Normandie, où elle n'a pas été encore observée. Donc comme vous pouvez voir, cette carte est rapidement obsolète, puisque là vous avez la carte juste ici de prévenant de VNF qui nous dit qu'il y a plus de 800 km de canaux qui sont déjà impactés en 2023. Donc cette progression est vraiment très très rapide pour cette espèce. Voilà. Et dernier exemple, donc une bryophyte méconnue, Ficcinum spontanus. Donc c'est une espèce des rochers immergés des bords de cours d'eau lents. On l'avait considéré comme patrimonial parce qu'on avait très peu de données sur la vie de bryologues ou de bibliographie. 5 données en base et actuellement plus de 360 données, surtout issues donc, de bases de données extérieures provenant des protocoles IBMR en cours d'eau. Donc là, ça montre l'appui, donc l'importance d'intégrer ces données, et c'est principalement lié à des grands cours d'eau lents, donc la Seine, la Marne, l'Eure, Loire, notamment sur des ouvrages artificiels, ponts, etc. Et on la considère plus maintenant comme une espèce patrimoniale. Donc en parallèle, on a fait des découvertes, mais on a aussi validé beaucoup de données. Donc plus de 2000 données floristiques ont pu être corrigées depuis le début du programme. 2 tiers qui ont été redéterminés à un niveau supérieur, donc du genre ou groupe de taxons. Et 1 tiers qu'on a invalidé totalement puisque l'écologie de l'espèce était complètement aberrante et ne correspondait pas à la station observée. Les corrections se sont faites principalement sur les groupes difficiles de la flore vasculaire dont Thierry vous a déjà cité, les calitriches, les renoncules aquatiques, les potamos ou encore les utriculaires. Donc ici vous avez l'exemple de Ranunculus circinatus, donc qui est une espèce des eaux courantes, eaux courantes, marge des cours d'eau canaux, et ici vous avez, j'arrive toujours pas à voir, voilà ici. Donc vous avez en dehors donc, des grands cours d'eau, vous avez des espèces ici. Donc ça c'est avant le programme. Donc les 2 cercles rouges, c'est des stations qui étaient en dehors des cours d'eau et qui étaient plutôt dans les mares forestières ou des mares urbaines. Donc on a fait des prospections et on s'est rendu compte qu'il y avait des confusions avec d'autres noncules de milieux stagnants, donc type Ranunculus trichophilus, Aquatilis ou Peltatus. Et on a permis d'invalider, donc c'est maintenant des points en noir qui sont sur les 2 cercles rouges. En même temps, ça nous a permis de confirmer donc, la répartition de cette espèce donc, sur cette vallée-là et sur cette vallée-là, donc la vallée de la Seine et la vallée du Loing, et la vallée de l'Hyères, et de trouver donc, des cercles verts qui sont ici 2 nouveaux noyaux de population, donc sur la vallée de la Marne en haut et la vallée de l'Essonne. Donc ça permet de corriger nos données, de confirmer donc l'écologie et la répartition de la station, mais même de trouver de 2 nouveaux noyaux de population. Maintenant, je vais faire le même parallèle sur les végétations. Donc, ici, vous avez le nombre de données de végétation aquatique par année cumulée. Donc, on est à plus de 2200 données. Donc, le jeu de données aussi a été multiplié par 3. Mais comme vous pouvez constater, il y a beaucoup moins de données car on avait très peu de données avant les années 2000. 41% des données donc, sont depuis 2016 et 27% sont spécifiquement liées au programme. Comme on peut voir ici dans le graphique ci-dessous, la classe des Potametea, que nous a présenté mon collègue, c'est celle qui est majoritaire dans nos données.
Ensuite, suivent la classe des lemnetea, donc la classe des lentilles d'eau, et les autres classes sont quand même largement minoritaires. En termes de répartition, donc là c'est la même carte que pour les données floristiques. Donc là vous avez le nombre de données de végétation avant le programme et après le programme. On peut noter qu'avant le programme, il y avait déjà beaucoup de données, donc en Seine-Amont, ici, voilà, ici en Seine-Amont et en Île-de-France. Et ce déséquilibre toujours est le même. Ça, c'est lié parce qu'on a des programmes, on a eu des programmes spécifiques de conservation, de cartographie de végétation. Et ce déséquilibre, il est encore perceptible. Donc, après le programme, on a encore des zones de lacunes, donc liées à des prospections ou au fait que certains secteurs sont pauvres. Naturellement, c'est les secteurs agricoles qui sont pauvres en masse d'eau. Donc, je vais vous montrer maintenant des exemples de résultats sur les végétations aquatiques. Là, vous avez l'alliance du Batrachien futantis, donc c'est une alliance phytosociologique qui comprend tous les herbiers des eaux courantes. Donc, c'est un habitat d'intérêt communautaire, donc le 3260. On s'aperçoit que le nombre de mailles a été multiplié par 3 depuis 2016 et que de nombreuses mailles, donc là sur la carte, vous avez. Voilà, sur la carte, vous avez en jaune les données avant le programme et en orange toutes les données qui sont issues après le programme. Donc on voit qu'il y a quand même de nombreuses vallées qui sont comblées, donc il est quand même bien connu. Il y a quelques manques ici sur la vallée de l'Eau ou sur la vallée de Lyon ici, mais c'est globalement on a une meilleure répartition de cette alliance. Malgré cela, on s'aperçoit qu'un tiers des données n'ont pas pu être attachées au niveau le plus fin de l'association et c'est au niveau alliance. Donc ça montre que les cortèges sont sans doute appauvris et qui sont révélateurs d'un cours d'eau peut-être lent et perturbé. Autre exemple, donc l'association du Potamo valliseriatum, donc un herbier thermophile des eaux calmes et des canaux, qui était une végétation qui était méconnue, donc sans données avant 2016, et maintenant on s'aperçoit qu'elle est présente dans la plupart des vallées, la vallée riche en plans d'eau lents et avec des plans d'eau comme la vallée de la Seine qui est ici, la vallée de la Marne, vous avez la vallée de l'Armançon. Je termine, j'ai le diapo encore. Donc toutes ces productions, tout ce qu'on a présenté, c'est ce rapport méthodologique et de synthèse, c'est disponible donc, sur le site de l'Agence de l'eau, Seine-Normandie. On a aussi travaillé sur des résultats par bassin versant, donc avec une forme de fiche synthétique qui fait l'état des lieux de la flore, des végétations, des plantes exotiques envahissantes. On diffuse toutes nos données donc, de manière brute sur le site de l'Obelia, donc lobeliacbn.fr, ou sous forme de cartes d'informations thématiques qui sont plus synthétiques. Donc là, vous avez la liste carte d'alerte flore et végétation en jeu, plantes exotiques envahissantes ou carte de bioindication. Donc tout ça, c'est sur le site de l'Obelia. Les perspectives, donc à horizon 31, comme vous a dit Thierry, 78 des 80 bassins versants seront étudiés donc, avec le CBN de Bailleul et de Normandie. Il restera 2 bassins versants, comme on vous a montré sur la carte, qui sont à cheval avec le CBN Alsace-Lorraine, qui est en discussion. Donc on essaye en tout cas on va essayer de travailler avec eux pour pouvoir avoir une couverture complète. On accompagne aussi les acteurs du monde de l'eau dans l'appropriation et la diffusion des données. On a d'ailleurs fait un webinaire de 2h30 à ce sujet le 9 septembre dernier. On va travailler donc aussi sur une caractérisation, une clé de détermination des végétations aquatiques en analysant plus de 2600 relevés phytosociologiques. Et on va mettre aussi, on a travaillé sur des plans d'action conservatoires, j'en ai parlé rapidement ici, des plans d'action conservatoires pour le Nantes des rivières et sur la petite utriculaire. Donc là, on a fait les rapports et le but, c'est de mettre en œuvre ces plans d'action conservatoires afin de préserver ces espèces. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que cette incursion au milieu aquatique vous aura intéressé. Merci pour votre présentation. J'avais une question surtout par rapport aux gravières. Est-ce que vous avez prospecté les gravières? Et il y a beaucoup de projets de parcs photovoltaïques sur les gravières. Souvent, dans les études d'impact, ils considèrent ça comme un plan d'eau artificiel où il n'y a pas de végétation aquatique en gros. Par contre, il peut y avoir des habitats mériophiles qui ne sont pas des habitats qui sont dans la loi sur l'eau, répertoriés dans la loi sur l'eau.
Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'impact que peut avoir des parcs photovoltaïques sur ces plans d'eau? Il n'y a pas beaucoup d'infos jusqu'à maintenant. Alors, les parcs photovoltaïques flottants, c'est de plus en plus à la mode. Il n'y a pas encore beaucoup de retours d'expérience dessus. On commence à les voir passer de plus en plus en CSRPN dans les demandes de dossiers de dérogation. C'est pas forcément très bon signe, mais on n'a pas forcément l'expérience pour pouvoir dire vraiment l'impact que ça peut avoir sur les herbiers aquatiques. Nous, bien sûr qu'on a étudié les gravières. Maintenant, on ne va pas donner des avis favorables quand il y a déjà des herbiers bien constitués en dessous. Maintenant, l'impact exact et l'ombrage que peuvent avoir ces parcs photovoltaïques et sur les végétations aquatiques, c'est sans doute pas très bon, c'est sans doute pas bon même, mais on n'a pas forcément des études sur lesquelles s'appuyer pour le prouver. Et merci beaucoup pour votre exposé. J'avais une petite question concernant ces végétations aquatiques qui sont quand même relativement sujets à l'envahissement par rapport à d'autres types de végétation. Et donc ma question c'était, est-ce que vous avez pu relever ou décrire des végétations structurées par des exotiques? Alors comme Leslie l'a dit, la partie vraiment typologie et analyse des relevés de végétation, elle va arriver dans un second temps. On va sortir une synthèse normalement d'ici 2028. Donc là, on a un peu fait aussi avec les typologies qu'on avait en existant. Donc là, tu parles du coup du remplacement par des néophytes, par des espèces. Oui, sur le myriophylle hétérophile, dans les canaux, typiquement, ils forment des végétations quasi monospécifiques. Est-ce qu'on va décrire spécifiquement des végétations à néophytes? Normalement, non. C'est ce qu'on appelle des communautés dérivées. Donc, il n'y a pas de raison de décrire ça. Mais il y en aura, oui, des communautés dérivées à néophytes. On risque d'en avoir pas mal. On est un peu moins impacté que le bassin de la Loire par la Jussie. Mais sur le myriophylle, par exemple, il risque d'y avoir beaucoup de relevés de végétation largement dominés par le myriophylle, par quelques espèces qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme j'ai plus en tête tout, mais il y a l'élodène nutal qui peut aussi faire, et puis l'hydrocotyléra nucléides. Voilà, on a quelques espèces comme ça qui peuvent faire vraiment des faciès très importants, mais sinon c'est pas tout. Enfin, il n'y a pas tant d'espèces que ça qui peuvent faire des gros faciès et des communautés dérivées sur le bassin Seine-Normandie. Oui, merci beaucoup de votre présentation. Une question méthodologique. Vous avez fait la part belle aux végétations et aux partenariats aussi avec plein de CBN, plein de bénévoles. Est-ce que ça a été facile de se caler sur la méthodologie de relevé? Parce que vous synthétisez 2600 relevés là, ce qui est énorme et c'est super. Mais sur les végétations aquatiques, on voit bien toutes les difficultés qu'il y a eu à régler les questions d'homogénéité stationnelle, d'exhaustivité, de coefficient d'abondance, d'appréhension de ces végétations et de leur homogénéité stationnelle justement. Alors est-ce que ça a été facile de caler la méthodologie? Est-ce que ça a été un point spécifique que vous avez abordé et est-ce que vous avez à partager avec nous? Parce que c'est une difficulté à laquelle on se confronte encore. Comme en fait on a lancé le programme sur le CBN Bassin Parisien, on s'est calé avec nous-mêmes. Ensuite, les collègues des deux autres conservatoires sont arrivés à partir de 2023, ils sont calés sur nous, sur les aspects méthodologie, mais surtout sur l'aspect prospection. Sur les aspects méthodes de relevé, il faut encore qu'on se cale. Et analyse de données, on n'a pas forcément les mêmes référentiels de végétation entre nos trois territoires et c'est là-dessus qu'on va se caler. Et après, sur les 2600 relevés qu'on a en base, il y en a plein qu'on va mettre à la poubelle. C'est clair qu'il y a plein de choses qui ne seront pas exploitables dedans. Là, 2600, c'est le jeu de données complet avec du bon et du moins bon dedans. Et c'est pour ça qu'on ne sortira rien avant 2028, c'est qu'il va nous falloir du temps pour faire du nettoyage du jeu de données, pour regarder si on n'a pas des lacunes, pour se mettre en concordance avec aussi ce que peuvent faire les collègues sur les autres typologies de végétation aquatique, aussi bien sur le bassin Seine-Normandie que sur d'autres bassins. On sait que voilà, il y a les collègues de Nouvelle-Aquitaine qui ont beaucoup bossé sur les végétations aquatiques. Il va falloir un peu qu'on s'accorde là-dessus et avec les référentiels aussi nationaux existants avec lesquels on n'est pas toujours en concordance. Merci. Oui, juste une petite question. On a une amélioration des connaissances tant des végétations que de la flore. On va prendre notamment du QETR, le par exemple. Est-ce qu'il y a une analyse qui va être faite sur les typologies de rivières?
On a tous l'image des Jeux Olympiques à Paris, on se met dans la Seine qui est bien propre avec des avec sur la Seine qui est bien propre avec des quais, donc des rivières qui sont canalisées, des rivières qui ont libre cours, des petits cours d'eau, des grands cours d'eau, des rivières qui sont des voies navigables et autres. Est-ce que vous allez faire, est-ce que vous avez vu des améliorations en fonction, partout, ou sélectionner en fonction des typologies de rivières? Alors déjà, on a prospecté tous les types de cours d'eau, tous les types de masses d'eau, donc on a des données partout. Sur les trop grands cours d'eau, notamment les cours d'eau navigables, on n'a pas forcément fait sur la Seine de prospection. Si, tu en as fait un petit peu en canoë quand même. Donc voilà, on en a peut-être un peu moins des données vraiment en embarcation sur grands cours d'eau avec les difficultés que ça peut avoir. Le cas de la Seine à Paris, c'est un cas justement où la végétation est revenue. Maintenant, on a des végétations et de la flore aquatique dans la Seine à Paris qu'il n'y avait pas forcément il y a 15-20 ans. Donc, on a des données, on a tous les types de végétation. Je ne sais pas si on fera forcément un croisement avec la typologie que peuvent faire les agences de l'eau sur les catégorisations de cours d'eau suivant les tailles. Mais nous, on sait très bien qu'on a des types de végétation de petites rivières, de moyennes rivières, de grandes rivières, notamment aussi en fonction de la température de l'eau. Leslie a présenté une végétation qui était typique des eaux chaudes. Donc, on a aussi ça qui rentre en ligne de mire, en compte. Donc, normalement, on a tout pris en compte et on va avoir des données sur tout. Peut-être que sur certains types de végétation, on aura moins de données, mais on en aura forcément au moins quelques-unes. Après, il y a certains milieux qui sont peu présents sur le bassin. Donc ça sera le plus dur. Je parlais par exemple de la classe des Utriculariaceae, les gouilles de tourbière. Typiquement, on va avoir 3, 4, 5 relevés à se mettre sous la dent sur l'ensemble du bassin pour ces types de végétation qui sont beaucoup plus présentes si on va dans le massif du Jura, dans les Alpes, dans les Pyrénées. Nous, en plaine, c'est vraiment réduit à peau de chagrin. Et pour faire une typologie de végétation sur une classe comme ça sera assez compliqué. Je ne sais pas si on pourra aller très loin dans la précision des données. Oui, merci pour la présentation. J'ai une question. Vous avez parlé de validation de données et notamment des groupes difficiles. Avez-vous des conseils à donner pour les calitriches où il faut avoir normalement du pollen et des fruits, alors que les deux sont difficiles à trouver? Alors oui, les calitriches et l'état végétatif non plus, j'en ai pas du tout parlé, mais c'est vrai que quand c'est exondé, ça va faire des formes différentes. Donc le mieux, c'est le pollen ou les fruits. Et c'est vrai que c'est pas. Moi, je préfère à la limite un calitriche, enfin mettre au genre. C'est pour ça que c'est notamment les calitriches qu'on a redéterminées, parce que les calitriches à l'état végétatif, c'est très très compliqué. Mais oui, il faut l'examen des fleurs et des fruits, c'est mieux. Merci beaucoup.